La nuit du 14 août 1945, alors que le monde entier célébrait déjà la fin de la Seconde Guerre mondiale, le capitaine Lee Kendall scrutait l'obscurité totale depuis le cockpit de son Northrop P-61 Black Widow, baptisé Lady in the Dark. Son radar venait de détecter 2 appareils japonais fonçant vers les positions américaines dans une dernière mission suicide désespérée. Les pilotes kamikazes ignoraient que la guerre était officiellement terminée depuis plusieurs heures. Kendall poussa les manettes de ses 2 moteurs Pratt & Whitney à fond, sentant les 4000 chevaux rugir dans la nuit du Pacifique. L'obscurité était son allié, son territoire de chasse. Les Japonais ne pouvaient pas le voir, ne pouvaient pas l'entendre assez tôt, ne savaient même pas qu'un prédateur invisible les traquait déjà. Le premier kamikaze apparut soudainement dans son viseur radar à moins de 100 mètres. Kendall n'eut même pas besoin de tirer un seul coup. Il se positionna agressivement derrière l'appareil ennemi, le forçant à virer brutalement pour échapper à cette menace fantôme. Le pilote japonais perdit le contrôle et s'écrasa dans l'océan dans une gerbe de flammes orange, illuminant brièvement les vagues noires. Le second kamikaze subit le même sort quelques minutes plus tard. 2 victoires sans un seul tir, presque 24 heures après la capitulation officielle du Japon. Ces chasseurs de nuit américains étaient devenus si redoutables qu'ils pouvaient abattre leurs ennemis simplement par leur présence menaçante dans les ténèbres. Mais comment cet avion mystérieux était-il devenu le maître incontesté des ciels nocturnes ? Pour comprendre, il faut remonter à janvier 1944 au stade Coliseum de Los Angeles. 75 000 spectateurs s'étaient rassemblés pour un spectacle aérien organisé par l'armée et la marine américaine. Les organisateurs avaient promis une démonstration spectaculaire du nouvel chasseur de nuit révolutionnaire. Les projecteurs balayaient le ciel, cherchant désespérément l'appareil annoncé. Soudain, un rugissement sourd de moteur traversa le stade, faisant vibrer les gradins. Les têtes se levèrent d'un coup. Les yeux scrutèrent frénétiquement l'obscurité au-dessus d'eux. Rien, absolument rien de visible. Juste ce grondement puissant et terrifiant qui passait au-dessus de leur tête avant de s'évanouir dans la nuit. Personne dans cette foule immense ne vit le P-61. Sa peinture noire profonde l'avait rendu totalement invisible, même avec tous ses projecteurs anti-aériens pointés vers lui. Le message était clair et glaçant. Si les Américains ne pouvaient pas voir leur propre avion dans des conditions parfaites, comment les Allemands ou les Japonais pourraient-ils l'apercevoir en pleine bataille nocturne ? L'histoire de ce prédateur nocturne avait commencé 4 années plus tôt dans des circonstances tragiques. En 1940, Londres brûlait sous les bombardements allemands incessants. Le Blitz faisait des milliers de victimes chaque nuit. Les bombardiers ennemis profitaient de l'obscurité pour frapper sans être inquiétés. Les chasseurs britanniques et américains étaient totalement impuissants face à ces raids nocturnes. Ils volaient pratiquement à l'aveugle, incapables de localiser leurs cibles dans le noir complet. Les stations radars au sol détectaient bien les formations ennemies, mais transmettre ces informations aux pilotes en vol prenait trop de temps. Les bombardiers disparaissaient dans la nuit avant que les intercepteurs puissent les rejoindre. Il fallait une solution radicale. Il fallait un avion capable de voir dans l'obscurité totale, de voler pendant des heures en patrouille et de détruire les gros bombardiers ennemis avec une puissance de feu écrasante. La Northrop Aircraft Corporation était une compagnie minuscule de Californie, active seulement depuis 1939. Elle travaillait principalement comme sous-traitant pour les géants de l'aviation comme Lockheed, Grumman ou Douglas. Personne n'aurait parié un centre sur Northrop pour développer le premier chasseur de nuit au monde. Mais justement, tous les grands constructeurs étaient déjà submergés de commandes militaires, produisant à pleine capacité les chasseurs et bombardiers dont l'Amérique avait désespérément besoin. Northrop était disponible. Cette disponibilité inattendue devint une opportunité en or. En novembre 1940, les ingénieurs de Northrop reçurent un cahier des charges qui semblait impossible à réaliser.
L'armée américaine exigeait un chasseur capable d'atteindre des altitudes extrêmes pour intercepter les bombardiers ennemis, de patrouiller lentement pendant des heures au-dessus des zones à défendre sans se faire repérer, et surtout de transporter suffisamment d'armement pour pulvériser les forteresses volantes adverses en quelques secondes. Mais la demande la plus révolutionnaire concernait un équipement totalement nouveau, un radar embarqué fonctionnel à l'intérieur même de l'appareil. Personne n'avait jamais construit un tel système auparavant. Les radars existants pesaient des tonnes et occupaient des bâtiments entiers au sol. L'idée de miniaturiser cette technologie pour la faire tenir dans le nez d'un avion relevait presque de la science-fiction pour l'époque. Les concepteurs créèrent une machine étrange et intimidante. Avec ses 15 mètres de longueur et 20 mètres d'envergure, le P-61 était gigantesque pour un chasseur. Sa silhouette à double poutre lui donnait un aspect presque alien, comme une araignée mécanique prête à bondir sur sa proie. L'équipage comprenait 3 hommes, un pilote, un mitrailleur et une nouvelle fonction jamais vue auparavant, un opérateur radar. Ce 3e membre d'équipage allait changer complètement la guerre aérienne nocturne. Fini le temps perdu à communiquer avec des stations au sol. Le radar embarqué permettait de traquer les ennemis en temps réel, directement depuis le cockpit. L'antenne rotative de 77 cm de diamètre tournait constamment dans le nez de l'appareil, balayant le ciel avec un faisceau invisible. Cette technologie à ondes courtes éliminait les échos parasites qui rendaient les anciens radars inutilisables à basse altitude. La précision était stupéfiante. Le système pouvait guider l'intercepteur à moins de 90 mètres d'un intrus en pleine obscurité totale. Une autre innovation géniale équipait le cockpit. Un éclairage rouge spécial qui préservait la vision nocturne des pilotes tout en leur permettant de lire leurs instruments. Les Allemands et les Japonais n'avaient rien de comparable. Côté armement, la Veuve Noire ne plaisantait pas. 4 canons Hispano de 20 mm crachaient la mort depuis le ventre de l'appareil, tandis que 4 mitrailleuses Browning de calibre 50 tournaient dans une tourelle dorsale télécommandée capable de pivoter sur 360 degrés. Le mitrailleur ou l'opérateur radar pouvait contrôler cette tourelle à distance. Le pilote avait même la possibilité de la verrouiller en position frontale. Théoriquement impressionnant, ce système de visée automatique se révéla catastrophiquement imprécis en conditions réelles de combat. Les mécanismes complexes tombaient constamment en panne. 2 énormes moteurs radio Pratt & Whitney R2800 Double Wasp propulsaient cette bête mécanique. Chaque moteur développait 2000 chevaux, permettant théoriquement d'atteindre 589 km/h. Pour un avion pesant plus de 13 000 kg à vide, c'était déjà remarquable. Mais la réalité allait cruellement démentir ces chiffres optimistes lors des premiers combats réels. En octobre 1943, des tests nocturnes secrets eurent lieu en Floride pour déterminer la meilleure peinture camouflage. Les ingénieurs comparèrent le schéma traditionnel vert-olive et gris contre une nouvelle peinture noire brillante révolutionnaire. Les résultats furent spectaculaires. Les P-61 peints en noir traversèrent un véritable mur de projecteurs antiaériens. Dans 80% des passages, les opérateurs au sol ne détectèrent absolument rien. L'avion était devenu un fantôme. À partir de février 1944, tous les Black Widow sortirent des usines Northrop recouverts de cette peinture noire profonde qui justifiait enfin leur nom terrifiant. Mais pendant que les ingénieurs peaufinaient ces détails, un problème catastrophique prenait de l'ampleur. Les modifications incessantes, les retards de développement et les révisions techniques avaient déjà coûté 2 années cruciales de temps de guerre à Northrop. L'armée de l'air américaine attendait désespérément ses chasseurs de nuit, pendant que les usines Northrop accumulaient retard sur retard. Les pilotes volontaires pour devenir chasseurs nocturnes s'entraînaient sur du matériel obsolète, attendant avec impatience leurs nouveaux appareils révolutionnaires. Quand les premiers P-61 sortirent enfin des chaînes de production au printemps 1944, il était déjà dramatiquement trop tard.
La 422e escadrille de chasse nocturne reçut ses Black Widow le 23 mai 1944 en Europe. Quelques semaines plus tard, la 425e escadrille fut également équipée. Mais la date fatidique du 6 juin était déjà passée. Le débarquement en Normandie, la plus grande opération militaire de l'histoire, s'était déroulé sans aucun Black Widow dans le ciel. Ces chasseurs nocturnes tant attendus avaient manqué le rendez-vous le plus important de la guerre. Leur première véritable mission consista à traquer les terrifiantes bombes volantes allemandes V1 au-dessus de la Méditerranée. Ces missiles primitifs semaient la terreur dans les villes alliées, mais représentaient des cibles relativement lentes et prévisibles. Puis vint décembre 1944, et la 414e escadrille reçut enfin ses appareils. Ces unités allaient participer à la bataille des Ardennes, la dernière grande offensive allemande sur le front occidental. C'est là que l'inadéquation tragique du P-61 pour le théâtre européen devint douloureusement évidente. Le lieutenant Van Nieswinder pilotait son Black Widow, baptisé Daisy May, lorsque son radar détecta un bimoteur ennemi. Un Messerschmitt 410 fonçait à travers la nuit, probablement en mission de reconnaissance ou de bombardement. Winder sentit l'adrénaline monter. C'était exactement le type de situation pour laquelle le P-61 avait été conçu. Il poussa ses manettes à fond, lançant ses 2 moteurs double Wasp à puissance maximale. Le rugissement des 4000 chevaux emplit le cockpit tandis que Daisy May accélérait dans l'obscurité glaciale au-dessus des Ardennes enneigées. Le radar guidait Winder droit sur sa proie. La distance diminuait progressivement. 150 mètres, 100 mètres, 80 mètres. Le pilote allemand avait détecté la menace et tentait maintenant de fuir à pleine vitesse. Winder se préparait à ouvrir le feu avec ses 4 canons de 20 mm quand l'impensable se produisit. Le Messerschmitt 410 accéléra brutalement et commença à s'éloigner. 640 km/h. Le chasseur allemand distançait le Black Widow comme si ce dernier était cloué dans le ciel. Winder regardait impuissant l'écho-radar s'évanouir progressivement sur son écran. Son chasseur de nuit, soi-disant révolutionnaire, venait de se faire ridiculiser par un appareil allemand standard. La vérité cruelle éclatait. Le P-61 était tout simplement trop lent pour le théâtre européen où les chasseurs et bombardiers ennemis atteignaient régulièrement des vitesses que Northrop n'avait jamais imaginées. Les problèmes ne s'arrêtaient pas là. Fin 1944, les 422e et 425e escadrilles se retrouvèrent dans une situation catastrophique. Les pièces de rechange manquaient cruellement. Northrop, petite compagnie face aux géants de l'industrie aéronautique, ne parvenait tout simplement pas à suivre la demande. Les mécaniciens bricolaient désespérément avec ce qu'ils avaient sous la main, cannibalisant certains appareils pour en maintenir d'autres en état de vol. Ce problème d'approvisionnement ne fut jamais résolu pendant toute la durée de la guerre. Les escadrilles devaient se débrouiller avec un matériel constamment en panne, des tourelles qui refusaient de fonctionner, des radars capricieux et des moteurs affamés de pièces détachées introuvables. Face à cet échec patent en Europe, l'état-major américain décida de redéployer massivement les Black Widow vers le Pacifique. Après la sécurisation de Guadalcanal fin 1942, les positions américaines subissaient des raids nocturnes japonais incessants, lancés depuis les bases environnantes. Les Japonais profitaient de l'obscurité pour harceler les troupes au sol. En attendant l'arrivée des Black Widow, les Américains improvisèrent désespérément avec ce qu'ils avaient. Des bombardiers B-25, des chasseurs P-40, P-38 et même des vieux P-70 furent transformés en chasseurs de nuit de fortune. Ces conversions rudimentaires n'avaient évidemment rien à voir avec un véritable chasseur nocturne, mais au moins elles assuraient une présence dans le ciel pendant les heures sombres. Finalement, en mai 1944, les premiers P-61 arrivèrent dans le Pacifique. La 6e escadrille de chasse nocturne fut la première unité à recevoir ces machines tant attendues. Elle resta seule jusqu'au 1er juillet 1944, quand les 418e et 419e escadrilles commencèrent également leurs opérations avec des Black Widow. Plus tard, la 421e escadrille s'activa depuis des bases à Nadzab, en Nouvelle-Guinée et sur l'île de Wake.
Malgré tous ces déploiements, les combats réels impliquant le P-61 restèrent étonnamment rares. Les Japonais évitaient soigneusement les affrontements nocturnes quand ils détectaient la présence de ces prédateurs équipés de radars. Une des premières missions de la 421e escadrille illustra parfaitement cette réalité décevante. Le lieutenant Owen Wolf et son opérateur radio, le lieutenant Byron Allen, étaient stationnés sur l'île d'Owie quand leur radar capta un bombardier ennemi approchant. Les conditions météorologiques étaient épouvantables. La pluie battante perturbait sérieusement le fonctionnement du radar embarqué, créant des échos parasites qui noyaient le signal de la cible réelle. Wolf devait voler pratiquement à l'instinct, se fiant à son expérience plus qu'à ses instruments capricieux. Mais contrairement au pilote du Messerschmitt qui avait humilié Winder au-dessus des Ardennes, ce bombardier bimoteur japonais ne suspectait absolument rien. Il volait tranquillement vers sa cible, ignorant totalement qu'un prédateur invisible le traquait déjà dans les nuages noirs. Wolf réussit finalement à se positionner derrière l'appareil ennemi, malgré son radar défaillant. Les 4 canons de 20 mm et les mitrailleuses de 50 ouvrirent le feu simultanément dans un déluge de traceurs illuminant brièvement la nuit tropicale. Le bombardier japonais explosa instantanément en une boule de feu orange et rouge, illuminant les vagues en contrebas avant de s'abîmer dans l'océan Pacifique. Une victoire nette, mais obtenue contre un adversaire totalement inconscient de sa présence. La 418e escadrille, basée sur l'île de Morotai dans les Moluques et les Indes néerlandaises, opérait le Black Widow, ayant accumulé le plus de victoires. Pourtant, ce palmarès révélait surtout la pauvreté de l'action réelle du P-61. L'escadrille la plus performante n'avait réussi que 18 attaques couronnées de succès pendant toute la durée de la guerre. 18 victoires pour une unité entière équipée de chasseurs nocturnes révolutionnaires censés dominer le ciel. Sa mission la plus triomphante survint quand 3 chasseurs Kawasaki Ki-61 furent détruits en une seule nuit. 3 appareils japonais abattus simultanément représentaient un exploit exceptionnel qui méritait des décorations et de la propagande. Cette statistique en disait long sur l'inefficacité générale du système. La réalité implacable s'imposait. Malgré toute son innovation technologique, le P-61 Black Widow n'avait joué qu'un rôle mineur durant les 6 derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Les puissances de l'Axe étaient déjà trop affaiblies pour opposer une résistance sérieuse au sol, encore moins dans les airs où la supériorité aérienne alliée était totale. Les raids nocturnes ennemis se faisaient de plus en plus rares, privant les Black Widow de leur cible naturelle. Les pilotes passaient des nuits entières en patrouille sans jamais détecter le moindre signal radar hostile. Au total, tout théâtre d'opérations confondu, les P-61 détruisirent 127 appareils ennemis et 18 bombes volantes allemandes V1. Ces chiffres paraissaient impressionnants sur le papier, mais répartis entre toutes les escadrilles et tous les mois de guerre, ils révélaient une moyenne pathétiquement basse. Les ingénieurs britanniques proposèrent une alternative qui enfonça définitivement le clou du cercueil du Black Widow en Europe. Le De Havilland Mosquito Mark 17 bimoteur se révéla infiniment supérieur pour les batailles européennes. Plus rapide, plus maniable, équipé d'un radar tout aussi performant, le Mosquito britannique pouvait réellement poursuivre et rattraper les chasseurs et bombardiers allemands qui distançaient sans effort les P-61 américains. Les escadrilles alliées délaissèrent progressivement leurs Black Widow pour les reléguer à des rôles d'entraînement et de réserve. Les pilotes préféraient largement voler sur des appareils britanniques plutôt que sur ces géants noirs américains qui accumulaient les pannes mécaniques et les défauts de conception. Pourtant, le P-61, baptisé Lady in the Dark, piloté par le capitaine Lee Kendall, devint paradoxalement le Black Widow le plus célèbre et le plus photographié de toute la guerre. Des centaines de clichés immortalisèrent cet appareil dans le théâtre pacifique. Son équipage accumula suffisamment de missions pour devenir une petite légende locale. Mais c'est durant les toutes dernières heures du conflit que Lady in the Dark acquit sa notoriété définitive en réalisant les 2 dernières victoires aériennes officielles de la Seconde Guerre mondiale. La première survint effectivement dans la nuit du 14 août 1945,
quelques heures après l'annonce de la capitulation japonaise. Un kamikaze désespéré fonçait vers les positions américaines, ignorant probablement que son empereur venait d'ordonner la reddition inconditionnelle. Kendall traqua méthodiquement cet appareil suicide dans l'obscurité totale. Son radar fonctionnait parfaitement cette nuit-là. L'opérateur guidait le capitaine avec une précision chirurgicale vers le kamikaze qui volait droit vers sa mort. Mais au lieu d'ouvrir le feu et de gaspiller des munitions précieuses, Kendall adopta une tactique psychologique brutale. Il se positionna agressivement derrière le Japonais, si proche que le pilote ennemi dut sentir la présence menaçante de ce prédateur invisible collé à sa queue. Paniqué, le kamikaze vira violemment pour échapper à cette menace fantôme. Il perdit le contrôle de son appareil qui plongea dans l'océan Pacifique. Victoire sans un seul coup de feu tiré. La seconde victoire survint le lendemain, presque 24 heures complètes après la fin officielle de toutes les hostilités. Un autre kamikaze retardataire, peut-être le dernier fanatique refusant d'accepter la défaite de son pays, tenta une ultime mission suicide contre les forces américaines. Kendall répéta exactement la même manœuvre d'intimidation. Le pilote japonais s'écrasa également sans que Lady in the Dark ne tire une seule balle. L'ironie était savoureuse et amère simultanément. Le chasseur de nuit, qui était arrivé trop tard pour participer au débarquement de Normandie, trop lent pour combattre efficacement en Europe, criblé de défauts mécaniques et de problèmes d'approvisionnement, venait de clôturer symboliquement la guerre la plus meurtrière de l'histoire humaine. 2 victoires obtenues par pure présence intimidante plutôt que par supériorité technique réelle. Après la capitulation japonaise, les militaires américains tentèrent désespérément de trouver une utilité à leur coûteux Black Widow. 4 agences gouvernementales se regroupèrent pour un projet de recherche ambitieux. L'armée de l'air, la marine, le bureau météorologique et le comité consultatif national pour l'aéronautique, qui deviendrait plus tard la NASA, lancèrent l'opération Thunderstorm. Ce programme visait à explorer et comprendre les orages pour protéger les appareils militaires et civils de ces phénomènes météorologiques violents. Les P-61, avec leur capacité à voler de nuit et dans des conditions météorologiques exécrables, se révélèrent étonnamment adaptés à cette nouvelle mission pacifique. Les découvertes scientifiques découlant de ce projet posèrent les fondations de notre compréhension moderne des orages et des phénomènes météorologiques connexes. Les Black Widow volaient délibérément dans les cœurs de tempêtes terrifiantes, collectant des données que personne n'avait jamais pu obtenir auparavant. Cette mission scientifique prolongea brièvement l'existence opérationnelle de ces chasseurs nocturnes devenus obsolètes avant même d'avoir vraiment combattu. Mais en 1954, les derniers P-61 furent définitivement retirés du service actif et envoyés à la ferraille. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne, partagez vos réflexions en commentaire sur ce chasseur nocturne paradoxal et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale.